Merci Hervé. C'est déjà difficile de parler après Annette Viviorca, mais là, ça devient encore plus difficile de parler après cette conférence et cette discussion parce qu'on doit totalement changer d'échelle. Euh, En plus, c'est que mon sujet est vraiment sur l'histoire familiale, ce qui est mon dernier projet de recherche. Euh, Hervé aussi m'a encouragé de présenter sur ce sujet, et pas un des autres sujets. Alors, on descend de l'échelle internationale où on a été tout ce temps vraiment à une très petite échelle d'histoire familiale. Euh, je vais prendre 30 minutes et on aura 10 minutes pour la discussion s'il le faut, et on fera la pause après. Alors, comment commencer? En finissant la lecture du livre d'Annette Viviorca Tombeau, Autobiographie de ma famille, j'ai lu la phrase. Dans aucun de ces deux ouvrages, elle cite ces deux ouvrages qui ont Auschwitz dans le titre, je n'évoque le sort de ma famille, même si d'évidence l'obsession de leur destin était l'origine de l'historienne que je suis devenue. Édité en 2022, son livre éclaire encore une fois ma voix, car la même année, je m'étais lancée à l'histoire familiale. L'occasion avait été donnée en mai 2022 lors d'un workshop à l'Institut néerlandais d'Athènes sur le sauvetage, des nouvelles thématiques, pas approchées juste là. Oui, plus près, voilà, c'est bon. Alors, euh, j'avais présenté 2 ans avant une première version en anglais. Cette présentation, aujourd'hui, la première en français, qui était aussi une des langues de ma famille, sera donc basée sur le travail que je fais depuis 2 ans, en plongeant dans cette histoire de famille, de 2 familles, même de 3 familles. Après avoir totalement évité, de mon côté aussi, toute référence à des événements de l'histoire familiale, évidemment, ça ne me traversait même pas la tête. Euh, le moment est venu d'essayer de travailler avec un matériel différent, un matériel qui comporte une forte dimension affective. Et c'est encore Annette Viviorca qui dit, on a de façon un peu schématique séparé intelligence et émotion. Je ne crois pas que l'historien doit travailler sans affect. Nos affects guident aussi notre pensée, dans l'heure de l'exactitude. Et vous comprenez que je cherche toutes les légitimisations du sujet. Le jeu de l'historien, très difficile pour ma génération, trop difficile pour moi personnellement. Je trouve trop facile des fois aujourd'hui. Et je retracerai de façon brève les éléments les plus importants à partir desquels je me suis mise à reconstituer d'abord, et puis à réfléchir sur l'histoire de la famille et à poser des questions d'ordre historiographique. Je voudrais que cette approche s'inscrive dans la micro-histoire de la Shoah, de la façon qu'elle est définie dans l'introduction du livre Pour une micro-histoire de la Shoah, édité par Tal Brugman et d'autres historiens. C'est-à-dire ne pas raconter une histoire qui, en s'ajoutant à d'autres histoires, va augmenter simplement la quantité de connaissances, mais mettre en avant un récit comme un élément à partir duquel on peut éclairer différentes facettes de l'histoire et réfléchir plus loin. Même si je n'ai toujours pas réussi, j'avais cette préoccupation toujours. Je veux souligner d'emblée que l'histoire que je vais raconter est une histoire faite d'errance, d'émigration et d'acculturation successives, plus ou moins réussies, de persécution, de déportation et de différents sorts pour les 2 familles. L'espace est celui désigné par notre programme, le Sud-Est européen. Le temps devient très dense sur les années 1940-1945, sur lesquelles je focalise. Mais il commence à la fin du 19e siècle en réalité et arrive à aujourd'hui. Il couvre un peu plus d'un siècle, si je prends les 3 familles. Il était une fois, au début du XXe siècle, 2 jeunes couples séfarades, les Rousseau et les Baron, qui étaient nés et vivaient dans 2 villes différentes, qui à la naissance de ces 4 personnes appartenaient à l'ex-empire ottoman. Ils étaient tous membres des communautés juives séfarades de leur ville. Isaac Rousseau et Louisa Baruch étaient nés et élevés à Bitola, qui se trouve là.
Monastirium grec qui appartenait à la Serbie à partir de 1918 à la Yougoslavie, aujourd'hui à la Macédoine du Nord. Oro Cohen, né à Stromnica, en Serbie elle aussi, a émigré à Gelibolu. J'ignore à quel âge. Gallipoli en grec. Et plus tard, elle a épousé Querido Varon, natif de Gelibolu, sur la péninsule des Dardanelles, la ville connue par la bataille de la Première Guerre mondiale, la fameuse bataille des Dardanelles. Après qu'ils avaient été tous sujets du sultan à leur naissance, et première en fosse, ils sont devenus, à cause de la création des États-nations après les guerres balkaniques en 1912-1913, citoyens de la Serbie, les Rousseaux, citoyens de la Turquie, les Varons. Au XXe siècle, ils ont partagé encore une expérience commune, l'expérience de l'émigration en Grèce, les Rousseaux à Salonique, où ils se sont installés après leur mariage en 1925, les Varons à Kavala, je pense au bateau, je suis pratiquement sûre. Je ne le connais pas, mais je suis pratiquement sûre. Ils vivaient tous de nouveau dans le même État, mais les Varons ont eu la nationalité grecque, tandis que les Rousseaux, non, ils sont restés serbes. Les deux bourgades dans lesquelles ils étaient nés abritaient des communautés juives séfarades qui pendant des siècles appartenaient à la grande ère de la culture séfarade qui s'est créée dans les villes balkaniques de l'Empire ottoman, vraiment toute la région qu'on peut voir là, toute la région, c'est une grande ère de culture séfarade. Qui pendant des siècles appartenait à cette culture séfarade qui s'est créée dans les villes balkaniques de l'Empire ottoman après l'arrivée des Juifs chassés d'Espagne en 1492. Dans notre première journée d'études d'ailleurs, le professeur Aaron Rodrigue a évoqué cette ère culturelle et le développement du judéo-espagnol comme une kini, pas c'est-à-dire la langue telle quelle comme il l'avait pris avec eux, mais comme elle a été développée. Jusque-là, les deux familles ont beaucoup partagé dans leur histoire, notamment l'identité culturelle de la diaspora séfarade. Ils étaient tous de religion juive, locuteurs de judéo-espagnol, avaient les mêmes coutumes, la même cuisine. Je pense des mentalités très proches aussi. Mais c'est là que les ressemblances s'arrêtent. Leurs destins ont été totalement différents lorsqu'ils se sont trouvés face à la persécution nazie pendant l'occupation de la Grèce. Et c'est cette histoire que je vais essayer de retracer après l'avoir reconstituée de fragments d'archives, de photos, de souvenirs, et dans le meilleur cas, pour la famille Rousseau, de longues discussions enregistrées. Et j'essaierai de formuler quelques hypothèses en confrontant l'histoire au niveau familial et individuel avec la grande histoire. À la fin, j'évoquerai comment la mémoire a fonctionné dans le roman familial. Quels événements ont été occultés, quand est-ce qu'ils ont émergé, comment fonctionnait la post-mémoire, post-memory, je me réfère au terme de Marianne Hirsch, pour la mémoire construite de la seconde génération. L'histoire de la famille Varon, comme je vais la raconter, j'ai pu la reconstruire dans ses grandes lignes en me basant sur une petite archive de mon père, Léon Varon, qui maintenant est en ma possession et qui contient quelques documents administratifs. Malheureusement, je n'ai pas de témoignage oral enregistré de lui, ce qui sera mon éternel regret, qui m'est d'ailleurs incompréhensible. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Bon, il est mort tôt, en 91, mais en 90, j'avais déjà fait celui de ma grand-mère et je travaillais à l'époque avec des interviews des résistants, parce que j'écrivais ma thèse sur la résistance. Alors ça va être l'éternel regret. Et pour la famille Varon, il faut dire d'emblée qu'il s'agissait de gens très modestes, donc il y a très peu de connaissances autour du passé de la famille, et rien pour la génération d'avant les grands-parents. Le jeune Querido Varon, chéri en espagnol, né à Gelibolu en 1889, a épousé Oro Cohen, né à Stromnica de Serbie, en 1898, ayant émigré à Gelibolu. Je présume que le mariage a eu lieu en 1919 car leur premier-né verra le jour en 1920. Leur date de naissance, comme les noms et dates de naissance de leurs enfants, figurent dans le livre de 1929 de la municipalité de Kavala que j'ai vu très récemment.
C'est à Kavala qu'ils ont émigré après la naissance de leur premier-né, Yehuda Léon, et de la deuxième, Sarah, née en 1921, qui est morte à 10 ans. Les autres enfants viendront après. Ah non, je ne les ai pas là. Pourquoi elles sont plus loin? Bon, ça, c'est un faux certificat de 1961 qui certifie que Léon est né à Kavala. Il lui était utile pour quelque chose, mais il n'est pas né à Kavala. Sa carte d'identité que nous lui avons connue, nous, des décennies jusqu'à la fin, disait Gallipoli. Sur ce document de la municipalité que j'ai vu récemment, figure le métier du père en 1929, ouvrier de tabac, et l'adresse de la maison qu'il louait, ruelle Ptoléméo 67, Paro dos Ptoléméo. Et je sais bien qu'il n'avait jamais eu de maison à Kavala. Elle est restée très pauvre, la famille. Alors ici, c'est le frère Shmuel Samuel et la sœur Sultana Suzanne. Le premier-né figure dans ce document uniquement sur le prénom Yehuda, mais en réalité, il avait deux prénoms. Je vais passer ça. Le nom Varon est aussi courant au judéo-espagnol, il signifie mâle. Les parents prennent la décision d'émigrer pour la Grèce en suivant les réfugiés grecs orthodoxes. Lors de la catastrophe de l'Asie mineure en 1922, c'est-à-dire la grande défaite de l'armée grecque par l'armée turque et les destructions qui ont suivi, dont la plus marquante était la catastrophe de Smyrne. Hervé Georgelin est un spécialiste du sujet, il a consacré des livres. Des réfugiés en grand nombre débarquent en Grèce en 1922 et plus tard avec l'échange obligatoire des populations en 1923. Mais il n'y a pas que l'énorme vague de réfugiés grecs orthodoxes qui sont arrivés en Grèce, plus de millions. Quelques centaines de juifs, j'ignore combien, leur cas n'est pas du tout étudié, se sont aussi sentis menacés par le nationalisme néo-turc et se sont réfugiés en Grèce du Nord. Première émigration choisie en quelque sorte, forcée, mais dans le cas des événements, c'est la décision, c'est à eux, une décision qu'ils prennent eux-mêmes. Il y avait eu déjà nombreuses agressions contre des pères de famille dans les communautés juives, des arrestations et même des assassinats. Ce sont des années dures dans ces régions du monde où à peu près 2,5 millions d'Arméniens avaient été massacrés quelques années avant. Les non-musulmans se sentent menacés. Ils voyagent en bateau sûrement jusqu'à Kavala, ville portuaire de la Macédoine de l'Est. Une ville proche, familière, elle doit ressembler de certains côtés à Gelibolu. Et ils deviennent citoyens grecs. Querido et Oro ont dû apprendre tant bien que mal le grec, je pense, avec les années. Jusque-là, ils devaient parler absolument judéo-espagnol et turc. Et ils sont restés très pauvres, mal intégrés, sans doute sans compétences professionnelles. Sur ce document que j'ai vu récemment, euh, Querido a la profession ouvrier de tabac. Sûrement, les premières années, il a dû être embauché comme ouvrier dans les fabriques de tabac, dans l'activité qui était la grande industrie de la ville. Kavala était aussi appelée la Mecque du tabac. Nous, c'est-à-dire ma sœur et moi, nous n'avions jamais entendu parler de ce premier métier. Nous savions qu'il faisait des petits boulots et que la famille était très pauvre et que leur condition de vie de réfugiés ne s'est jamais améliorée jusqu'au début des années 40. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne peux pas voir les chiffres. Je vais montrer les deux cartes. Lorsque les nazis occupèrent la Grèce en 1941, ils ont cédé la région de la Macédoine de l'Est, où se situent Kavala et la Thrace, à leurs alliés. Vous la voyez, c'est la région blanche qui continue la frontière avec la Bulgarie. En offrant aux Bulgares la sortie rêvée sur la mer Égée. Les communautés des civils de la région ont subi les premières en Grèce la déportation et l'extermination. C'est ces civils-là, toutes les capitales des régions, qui avaient toutes des communautés. Les Bulgares se sont chargés de leur déportation. C'est eux qui ont raflé simultanément les Juifs dans les civils à l'aube du 4 mars 1943. Ils ont raflé les familles entières qui dormaient chez eux. 4200 personnes au total des civils. De Kavala, ils ont pris 1484 personnes. Les quatre étaient Querido Oro, Shmuel et Susanna Varon. Ils les ont emmenés à travers la Bulgarie en train ouvert et après dans des bateaux jusqu'au port L'Homme du Danube.
Là, ils les ont livrés aux nazis, il existe des photos, qui les ont chargés sur le train plombé pour Treblinka. Le taux d'extermination de ces communautés est à presque 100%. Il n'y a eu plus vraiment de communautés juives dans ces villes. Les synagogues ont été totalement détruites et leurs terrains vendus après la guerre, des anciens cimetières abandonnés. Et malgré le fait que cette déportation marque le début de la Shoah en Grèce, qu'il n'y ait eu aucun survivant, elle est restée longtemps la plus méconnue, la plus occultée. Et quand j'ai montré la carte avec aucune, là, avec zéro de communauté, ça veut dire que les quelques dizaines au maximum de survivants qui sont revenus pour quelques décennies à ces villes ne constituaient plus une vraie communauté. Mais ce n'était pas au zéro non plus, la population n'était pas au zéro. Par exemple, les premières décennies, il y a une très petite communauté de survivants. En 1945-46, autour de 40 personnes vivent à Kavala. Elles font venir Yehuda Peracha, survivant d'Oxanfi, pour célébrer le mariage, euh, à un bâtiment qui fait office de synagogue. Mais jusqu'en 1970, ils émigrent. Après, il y aura une seule personne, Shabbatai Tchemin, après, plus personne. Alors, on ne peut pas dire que c'est une communauté, comme dans les autres villes. Évidemment, à des villes aussi, comme Yann ou Corfou, il y a à peu près 2000 qui partent et 150 qui rentrent. Hein. Même quand on les voit, les différences sont comme ça. Pour quelles raisons ces juifs-là ont été acheminés vers Treblinka et pas vers Auschwitz? Pas de réponse. Les paradoxes de l'histoire juive sous l'occupation sont nombreux. Excusez-moi, j'ai un grave problème. Si les Varons n'avaient pas émigré de Guélibolou, ils n'auraient pas été déportés. Deuxième malchance pour le frère et la sœur. À Treblinka, il n'y avait pas de sélection. Aucun jeune n'avait pas de chance de survivre. À Auschwitz, peut-être qu'un des deux jeunes, peut-être le jeune homme, aurait pu survivre. Mais ça s'est passé comme ça. Léon n'a pas été pris ce soir de la rafle du 4 mars, car en mai 1942, les Bulgares l'avaient déporté avec d'autres jeunes hommes de son âge à un camp de travail en Bulgarie, Gara Belica. Un an plus tard, avril ou mai 43, il s'est évadé avec un cousin. Bon, là, je n'ai pas le numéro à côté. Je vais le chercher. Voilà. Un an plus tard, avril ou mai, il s'est évadé avec un cousin. Il est rentré clandestinement en Grèce occupée et a vécu quelques mois à Athènes. Au moment de la capitulation de l'Italie, le 8 septembre 1943, il a rejoint le maquis de la gauche, l'Hellas, au Péloponnèse, où il a combattu jusqu'à la libération. Une quarantaine de jeunes hommes ont été sauvés parce que déportés dans les camps de travail. Ils ont été les survivants de Kavala. Dans le Péloponnèse, quand il sera au maquis, il va connaître en 1944 la famille Rousseau. Et comme ça, il y aura la rencontre des deux familles. Et je passe à l'autre famille. J'enchaîne avec la famille d'Isaac et Louisa Rousseau et je dis d'emblée qu'eux ont survécu. Donc, beaucoup plus de sources, d'informations, de souvenirs. Je me suis basée pour la reconstruction de leur pérégrination à 2 interviews longs de plusieurs heures, qui sont vraiment précieux. Celui de ma grand-mère, Louisa Rousseau, qu'elle m'a donné en 1990. Ma mère, Shelley, a accordé une interview d'1 heure et demie à peu près à l'équipe de la Shoah Foundation en avril 1998, notamment à mon amie psy, Marie Pizat, qui a pris l'interview et est aussi avec nous aujourd'hui. En croisant les deux récits, j'ai pu restituer en détail leur histoire des années noires. Et c'est une immense chance, évidemment, d'avoir eu ces sources orales, parce que jamais ce qu'ils nous avaient rencontré par bribes n'aurait pu constituer le récit.
Alors, l'histoire commence par une émigration. Ici, j'ai une seule très ancienne photo de la famille Abitola où je ne reconnais même pas qui est qui. Je la montre pour montrer aussi la façon qu'ils étaient habillés, qu'ils appartenaient encore au monde d'avant. Alors, la famille Russo, lorsque les Italiens ont déclaré la guerre à la Grèce le 28 octobre, est venue tout de suite à Athènes, dès le début de la guerre, je souligne. Louisa s'y trouvait déjà chez ses parents. Isaac et les deux enfants étaient rentrés à Salonique pour la rentrée scolaire. Ils sont partis comme des fous dans le premier train qui pouvait emmener des civils. Ils sont revenus s'installer à Athènes. C'était la première décision, de ne pas être à Salonique déjà pendant la guerre, mais à Athènes, où ses beaux-parents les ont hébergés jusqu'en avril 1941, date à laquelle ils ont loué leur propre appartement à Athènes. C'est la date à laquelle l'armée allemande entre en Grèce et entre par le nord à Salonique. En août 1941, le père de Isaac, Menahem Rousseau, est mort et sa femme était morte jeune en 1926. Alors, il ne laissait pas des parents derrière. C'était aussi important. Le grand-père Isaac Rousseau, je vais vous montrer le couple là. Oh là là, là je ne vois pas les numéros. Parce que j'ai les numéros, mais là, je ne vois pas les numéros. Je n'ai pas la bande avec les photos et les numéros. OK. Le grand-père Isaac Rousseau né à Pitola, fils de commerçant et commerçant lui-même, je l'aurais désigné comme un type représentatif de commerçant balkanique. Il avait émigré au début des années 20 à Salonique, qui était devenu grec en 1912, reconnu officiellement en 1913 par le traité de Bucarest. Il y avait à l'époque un courant de migration très fort vers Salonique de juifs de monastère et Bitola, le monastère Lys, comme il se désignait, pour se différencier des Saloniques des vieux Saloniciens. Ils ont même construit une synagogue qui existe toujours et s'appelle Synagogue des Monastériotes, Synodos. La seule survivante des 35 synagogues d'avant la guerre, car elle était occupée par la Croix-Rouge, elle n'a pas été démolie. Alors ça, c'est des très rares photos que j'ai de la famille d'avant la guerre. Et on voit aussi, Isaac et les enfants. Au début de la guerre, il a décidé de s'installer avec sa femme et ses deux enfants à Athènes, Shelley et Miko, où ils ont vécu avec des faux papiers d'octobre 1940 à septembre 1943, jusqu'à la capitulation de l'Italie, et cette décision était à l'origine de leur survie. C'est ainsi qu'ils n'ont pas été déportés à Auschwitz-Birkenau et exterminés, comme le 96% des Juifs de Salonique, entre mars et août 1943. Mais du moment que les nazis allaient occuper tout seuls Athènes, après la capitulation de l'Italie, Isaac a décidé qu'il fallait partir tout de suite. Ce n'était pas le choix de tous les Saloniciens, parce qu'il y en avait plusieurs qui se cachaient à Athènes. Ils ont continué à se cacher à Athènes, ils avaient déjà des faux papiers et tout. Comme dit ma grand-mère dans notre longue discussion de 6 heures, lui disait, moi je ne reste pas une minute dans une ville avec des Allemands. Je n'irai pas dans les camps. S'ils vont me tuer, mieux vaut qu'ils me tuent sur place. Et là commence une extrêmement périlleuse pérégrination de la famille, qui comporte 5 membres dorénavant, puisqu'ils emmènent avec eux la plus jeune sœur d'Isaac, Esther Titi Rousseau, un peu plus âgée que sa propre fille, Shelley, qui est adolescente. Le petit Menachem, qu'on appelle Miko, est né en 1933, donc il est encore un enfant au début. Ils réussissent à être tous vivants à la libération de la Grèce. Mais à quel prix? Euh, je ne pourrais pas ici donner des extraits de cette énorme errance. Je vais mettre seulement les questions que je pose. Quels sont les paramètres du sauvetage? Quand est-ce qu'une famille peut être sauvée? Quand est-ce qu'elle a un peu de possibilités, quelques possibilités d'être sauvée? Quand est-ce que c'est exclu pour une famille d'être sauvée? Et pour le Valol, c'était exclu. J'évoquerai quelques paramètres qui, à mon avis, ont permis ce miracle de faire appartenir les 5 personnes de la famille d'Isaac Rousseau aux 4% de juifs saloniciens qui ont été sauvés, non déportés et pas revenus, dont 2% non déportés. Paramètres qui manquaient tous à la famille Maron de Caval. La chance, je la mets en premier. Primo Levi commence son premier livre, Si c'est un homme, avec les mots, j'ai eu de la chance. Choquant pour quelqu'un qui a été déporté à Auschwitz. Mais revenir de l'enfer, c'était une immense chance.
La même chance a permis à la famille Rousseau et aux autres familles qui ont essayé à tout prix de se sauver d'arriver vivants le jour de la libération. Le plus probable, c'était que malgré tous les risques et les efforts, quelque chose ne marche pas. Délation de la dernière minute du voisin d'en face, etc. Et qu'il soit pris. En France, c'était des téléphones anonymes. À beaucoup d'autres, c'est arrivé. Pour ne donner que l'exemple du Salonicien Marcel Nadjari, qui arrive à Athènes, rejoint le maquis de l'Hélas. Il rentre à Athènes blessé pour se soigner et il est pris et envoyé à Auschwitz. On vient d'avoir en français d'ailleurs son témoignage sous le titre Sonderkommando dans une très belle édition. Qu'est-ce qu'il y a? Plus haut. Hein? Je vais le manger, le micro, je ne peux pas le mettre dans ma bouche. Hein? Pareil en France. Annette Viviorca Dantombeau évoque le sort analogue d'Henri Kunstlinger, je prononce bien Kunstlinger, oui, qui est finalement arrêté et déporté et assassiné par le dernier convoi pour Auschwitz. Je veux dire, même des gens qui ont fait énormément pour être sauvés n'ont pas réussi. Alors, ça ne suffit pas d'avoir fait beaucoup, c'est une énorme chance d'arriver. Deux, la chaîne des gens qui ont aidé. Et je parle de chaîne et pas d'une personne. Sans l'aide de personnes qui ne sont pas juives, c'est impossible de survivre. Mais ce n'est pas toujours facile d'avoir des contacts et que les gens prennent de si gros risques de vie ou de mort. Shelley, dans son interview à la Shoah Foundation, elle dit: les Saloniciens qui sont venus à Athènes ont survécu. Parce qu'à Athènes, il n'y a pas eu énormément de Juifs qui ont péri, très peu. On les a tous cachés parce que nous avions tous de très bons amis. Et je souligne, nos amis chrétiens nous ont cachés avec tout leur amour. Ici, Athènes apparaît comme ville de sauvetage dans la conscience collective des gens qui ont pu être sauvés ici. Une question que je voulais bien lui avoir posée, et je ne l'ai pas fait, c'est qui étaient exactement ses amis? Ils étaient leurs amis déjà avant, ou ma mère les appelle ainsi grâce à leur aide et à leur comportement? Je n'en sais rien. Mais je crois qu'ils vont les connaître pendant l'occupation et ils vont devenir précieux grâce à leur attitude. Mais qui sont-ils? Ni un ni deux. Je vais juste les énumérer par la suite. Troisième paramètre crucial, celui-là, le caractère des gens. Isaac Rousseau était têtu, autoritaire. Il n'en faisait qu'à sa tête, souvent difficile à vivre dans la vie normale. Mais ces défauts, entre guillemets, dans le quotidien, deviennent des qualités cruciales pour la survie. Je cherche à montrer le couple. Qu'est-ce qui se passe? Je ne réussis pas. Bon. Alors, il ne reçoit des ordres de personne, il n'obéit pas, il est désobéissant, il est méfiant. Il fait sa propre loi, il prend des risques et il assume ses responsabilités. Ses choix peuvent paraître beaucoup plus risqués que vivre conformément aux ordres, mais dans ce cas, ils ont été salvateurs. Ça explique en partie pourquoi si peu de gens ont pris ces risques. Ce n'est pas donné à tout le monde à vivre en dehors de la loi. Il est aussi extrêmement perspicace, il flaire le pire danger, il sait hiérarchiser. Et il est capable de construire des relations, de se faire un capital social en trouvant les gens qu'il faut, les gens qui peuvent lui donner les bonnes informations ou aider à leur sauvetage. Depuis mai 1943, il a des fausses cartes d'identité pour toute la famille. Il devient Ioannis Alexandridis, sa fille Ellie Alexandridis. Il y a 2 de ces cartes qui ont été sauvées, miraculeusement. Au moins 7 noms figurent comme cruciaux dans son long récit. Mais dans ce chiffre ne sont pas compris le nom de chaque voisin qui ne les a pas dénoncés, de chaque membre de la résistance et Amélas qui leur a trouvé une maison, de chaque liaison de l'Hélas, parfois de très jeunes, à Topoulin, qui les ont passés d'un village à l'autre en guidant les mules, etc. Et beaucoup d'autres gens qu'ils ont croisés à leur chemin clandestin. Il ne s'agit pas donc d'une personne, mais d'une chaîne de personnes. Une fois, on m'a dit pourquoi tu ne déclares pas à Yad Vashem le nom de celui qui a sauvé ta famille. Et je dis lequel de tous? Il n'y a pas, c'est pas un. Peut-être que dans les cas des Rousseau, ça implique vraiment beaucoup de gens. Peut-être que c'est un peu plus que la moyenne.
mais je pense que pour la plupart des familles, il faut une concordance de plusieurs personnes, membres d'organisations de résistance ou pas, pour réussir. Je nomme simplement les plus importants. Tout d'abord, le couple Anastasiopoulos, j'ignore les prénoms, qui les aide à Athènes à louer une maison, et plus tard les achemine vers le Péloponnèse, d'où ils sont originaires. La sœur Pepa a lié Paraskevi, banlieue d'Athènes, qui va accueillir 2 mois Shelley et Titi, et après les faire passer au Péloponnèse clandestinement avec l'aide de sœur Buratino. 3. Le docteur Collinzas, 4, qui a opéré Shelley de l'appendicite en septembre 1943. Shelley ne dit pas si le docteur Collinzas et sœur Pepa, qui est sa belle-sœur, appartiennent à la résistance. Peut-être que oui, peut-être que non, je pense que c'est très probable, je ne peux pas savoir. Il passe un long moment à Tripoli, ville sans communauté juive, après que les Juifs avaient été massacrés par les Grecs insurgés pendant la révolution de 1821. Alors, un endroit maintenant sécurisant. Il reste un moment, mais vite Isaac est inquiet car il y avait trop d'Allemands dans les parages. Là, il prend une décision beaucoup plus risquée, de monter avec des mules au monastère d'accès très difficile, à Moni-Varson, au sommet d'une montagne du Péloponnèse. Là, les moines chrétiens orthodoxes les ont hébergés longtemps. Le supérieur du couvent, 5e personne de la chaîne, est un homme de nature rebelle. Il convient bien à Isaac Rousseau. Il les a protégés, cachés, même quand la patrouille allemande a fouillé les lieux. J'ai trouvé dans ma recherche le nom, il s'appelait Germanos Papadopoulos. L'orthodoxie prend le visage du salut pour la famille Rousseau de la manière la plus concrète. Au monastère, Shelley passait des heures à tricoter en compagnie du père Parthenius. Cependant, plus tard, les Allemands ont commencé à visiter le monastère et trop de monde passait, comme elle dit, de manière caractéristique. En ce moment-là, Isaac juge que le monastère n'est plus considéré comme suffisamment sûr. Le récit est bouleversant lorsque le supérieur assure les Allemands qu'il n'y a aucun juif dans le monastère, tandis que la famille se cache à côté. Isaac, pour les remercier, quand il va partir, il va leur laisser des tissus qu'il emmenait toujours avec lui, des pièces d'étoffe en rouleau sur les mules chargées. Rien n'était impossible pour lui. J'aime l'idée des soutanes des moines orthodoxes cousues avec ces tissus, car c'est quelque chose qui reste comme souvenir, c'est pas comme de l'argent qu'on dépense. Shelley dit, nous leur avons offert pour les remercier. Je reviens à leur départ en mai 1944. Ils partent avec des chevaux et des mules, etc. Très difficile de nouveau. Et ils arrivent à la ville de Astros, Paraliaco Astros, à Kinouria, au Péloponnèse, où ils rencontreront un résistant de l'Hellas, Léon Varon. Comme c'est la résistance qui les a conduits là, elle leur a trouvé un abri, il a informé qu'il y a une famille juive et il va à sa rencontre. Il sera immédiatement épris de la petite Shelley et elle de lui. 3 jours plus tard, il les avertit qu'ils doivent partir parce que l'Hellas apprend qu'il y aura des énormes opérations de nettoyage. Ils commencent, 17 000 armées. Ils sentent la fin approcher et ratissent avec fureur tout le Péloponnèse pour débusquer des partisans, des résistants, des juifs, et simplement pour tuer. À Tripoli, ils ont déjà pendu des gens depuis le balcon. Nouveau départ, les Russes se réfugient dans un petit village de montagne, très haut et inaccessible, Platanos. L'oncle Elias, Barba Elias, elle le dit, j'ignore le nom de famille, sa femme, Ikiraliou, ont 3 enfants. L'aîné est Photo. Le lien les amène là-bas et ces gens ouvriront leur maison à 5 autres personnes. 6e personnage, Barba Elias. 7e, Photo. Ils se cacheront donc dans la maison rudimentaire pendant la grande opération de nettoyage. Photo, en tant que 7e personnage, est le plus important, affrontera le plus grand danger pour eux, et cela construit des liens profonds. Lorsque les Allemands pourraient même ratisser ce village escarpé, c'est elle qui les emmène dans la montagne et leur montre une cachette. C'est peut-être le moment le plus poignant de l'entretien de Shelley. Là, je fais la citation. Vous êtes donc partis de Platanos? Oui, nous sommes partis. Et nous nous sommes cachés dans un trou dans la montagne. Le trou était là-haut. Ils nous ont portés ainsi, à 4, et nous ont jetés là-dedans. Nous étions mon père, ma mère, mon frère, ma tante et moi. Et une fille de la maison où nous habitions, Photo, nous apportait matin et soir une cruche d'eau, un peu de pain, de fromage. Combien de temps êtes-vous restés dans le trou? 3 jours.
Un jour, nous entendons les Allemands en dessous de nous. Nous étions là, les Allemands étaient ici. Je montre en haut et en bas. Avec des chiens aussi qui flairaient. Et nous sommes tous tombés et avons mis nos bouches dans la terre pour ne pas respirer du tout. Ils se sont assis en bas et ils ont mangé et bu. Et nous avons failli mourir de peur. Et si nous voulions aller aux toilettes, impossible. Nous n'avons pas bougé d'un pouce. Nous sommes tombés là-bas et c'est fini. Jusqu'à ce qu'ils passent et partent. Nous les avons vus, nous les avons entendus. Otto est venu le soir et je dis que se passe-t-il, ma chère Fotula, c'est arrivé. Et, dit-elle Shelley, tout le monde est parti, ils ont attrapé Mavrakis, ils ont attrapé l'avocat, ils ont attrapé un notaire, les Allemands en ont attrapé d'autres et les ont tués. Louise raconte l'histoire de la grotte, il l'appelle grotte, le trou, nous la connaissions depuis notre enfance. La peur, pour ma soeur et moi, avait le sang de la botte allemande, du soldat allemand qui passe, tu l'entends mais tu ne le vois pas, et surtout ne doit pas te voir. Nous savions aussi que Foto pleurait et suppliait Louise de le mener avec eux quand il partirait définitivement. Ils l'ont fait plus tard, ils l'ont fait venir à Athènes quand ils se sont installés dans la rue Campaniset. Alors ils la ramèneront à Athènes, elle restera pendant 2 ans. En 1945, ils aideront à émigrer en Australie, comme cette courageuse fille le désirait. Alors ça, c'est la première photo. Oui, évidemment, je vais euh, euh, dire seulement je laisse tout ça. Je vais euh, dire qu'avec ses grands-pères Rousseau, on a grandi, mais les autres grands-parents, évidemment, ni on les a connus, ni on nous parlait d'eux. Moi, il y avait quelque chose qui me reliait à la grand-mère que je ne connaissais pas, le prénom. Mon premier prénom était Oro, mais on m'appelait Odette dans la façon très, très connue des Juifs français, des Israélites, et que beaucoup de séfarades de Salonique ont gardé aussi. Un jour de l'été 1987, je venais d'avoir tout juste 30 ans. Mon père, Léon on l'appelait, ça sonnait grec, en rangeant des papiers à son bureau, m'a dit, regarde. Il m'a montré 4 photos, format d'identité, en noir et blanc et bien fanées. Ce sont mes parents, mon frère et ma sœur. Je les voyais pour la première fois. Le nom du père, Querido, je le connaissais. Mon père mettait toujours un K entre son prénom et son nom. Mais pas ceux de son frère et de sa sœur. Shmuel le frère, qui lui ressemblait terriblement, Sultana la petite sœur. Je pus voir pour la première fois le visage bienveillant de Oro Cohen Varon, de laquelle je portais en cachette le prénom. Je demandais à mon père de me confier les photos. Je m'occupais déjà un peu de photos. Je suis allée et j'ai fait ce, euh, des nouveaux tirages. J'ai acheté un porte-photo et je l'ai offert à mon père. Il l'a posé dans la pièce où il regardait la télévision le soir, une pièce où il vivait. Mais ce n'est qu'à partir de ce moment, et au fur et à mesure que je le regardais dans mes visites, que ces gens avaient pris un visage pour moi. Je me familiarisais avec eux et commençais vraiment à exister. Et d'une certaine façon, à faire partie de la famille. Ça doit être à la même occasion qu'il m'a raconté cette histoire terrible. La dernière rencontre de lui avec ses parents. Léon est mort subitement en 91. Jusqu'à sa mort, ce qu'il connaissait pour les siens, c'était que le bateau de la déportation avait fait naufrage, qu'ils avaient été noyés au Danube. Jusqu'à cette époque, début des années 90, perdurait la légende du naufrage comme sort de tous ces déportés. Leur vrai sort et le nom de Treblinka restaient inconnus aux descendants. La Bulgarie avait répandu elle-même cette rumeur pour le faire paraître comme un accident, un naufrage, et qu'elle ne soit pas accusée de complicité au meurtre des nazis, dès qu'ils avaient totalement déporté. C'est étrange que cette rumeur a fait une si longue vie. C'est seulement cet automne 2023 que j'ai appris que les photos que mon père avait provenaient sûrement du livre de recensement bulgare de la communauté juive en 1942, dont l'original a été donné à Yad Vashem, et que le collègue Angel Chorapchiev nous l'a montré ici dans notre atelier de novembre 2022. Alors, il y a une personne, Sabeta Etziumino, qui avait enlevé les photos, il avait mis des photocopies. Aux très rares survivants, il a donné les photos de leur famille. J'ai appris cette provenance et j'ai compris d'où venait, c'est pourquoi il y avait ces 4 photos, parce que ces photos, c'était le recensement des Bulgares de 42. Ils les ont appelés obligatoirement pour les photographier.
Et ça explique aussi le visage très lourd des trois adultes. On dit que la fillette ne se rend pas compte de la situation. Et Elisabetta et Cimino avaient décollé les photos, il avait offert aux quelques survivants. Une dernière, un dernier souvenir que mon père m'a raconté, je vais fermer avec ça. Le train de la déportation, qui est un train ouvert, sans toit, fait un arrêt en mars 1943 à la gare de Garabelliza, où Léon est détenu. Le con communique avec la gare et les détenus travaillent pour les rails. Poignante surprise, il voit une dernière fois les siens, il parle avec son frère. Le frère aurait pu tenter de s'évader, mais il ne peut pas laisser les vieux parents. Mon père parle dans un poème de cette dernière rencontre avec les siens. Et en septembre 91, nous avons travaillé sur un choix de poèmes que nous allions éditer hors commerce, mais il n'a pas eu le temps de le voir parce qu'il y a eu un arrêt cardiaque en septembre. Alors, dans ce poème, qu'il intitule Question, il s'adresse à Dieu en demandant pourquoi. La question est sans réponse. Je traduis juste 4 vers. Le train qui arrivera à 8 heures pour faire un arrêt à Garabelliza a une charge triste qui va nous briser le cœur. C'est son cadiche pour les siens, écrit des décennies plus tard. Dans cet autre poème, il exprime sa peine de ne pas pouvoir fêter la libération avec ses autres compagnons du maquis à cause de son deuil. Je vais terminer sur une phrase du psychanalyste Jacques Assoun, originaire d'Alexandrie, d'un livre de lui, Les contrebandiers de la mémoire, que Ariel Lasser, qui nous l'a fait connaître en Grèce, a traduit en grec. Je cite: La transmission réintroduit la fiction et permet que chacun, à chaque génération, en partant du texte premier, s'autorise à introduire toutes les variations qui lui permettront de reconnaître dans ce qu'il a reçu en héritage, non pas un dépôt sacré et inaliénable, mais une mélodie qui lui est propre. S'approprier une narration pour en faire un récit, tel serait peut-être le parcours que nous sommes tous appelés à effectuer. C'est aussi ce que j'ai essayé de faire. Ici, je vous montre 2 photos pour finir, pendant qu'elles donnent leurs interviews et qu'elles deviennent un petit puzzle de cette énorme corde de témoignages de la Shoah. Merci beaucoup.